Salut les petits potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger le tutonois. Le tutonois, c'est le dé de mécanique des fluides. Donc vous avez pu travailler depuis quelques jours le sujet qui est disponible donc sur le Drive. Et ensemble, on va voir la correction. Vous avez pu voir qu'on a essayé de traiter les différents chapitres. Donc il y a une première partie de l'ED qui porte sur l'hydrostatique et la tension superficielle. Ensuite, une deuxième partie qui porte sur l'hydrodynamique des fluides parfaits. Et enfin, une dernière partie qui porte sur l'hydrodynamique des fluides réels. Alors moi, je vais vous corriger les exercices de l'hydrostatique et tension superficielle et les deux qui portent sur l'hydrodynamique des fluides parfaits. Et ben, c'est parti. On va tout de suite passer à la correction du premier exercice. Alors, on va sauter un peu la mise en contexte et on va tout de suite passer sur les données de l'exercice. Alors, mes corrections, elles se passeront toujours en 2 points. Le premier point, ça va être, on regarde ensemble ce qui est important à repérer dans l'énoncé. On regarde ensemble ce que l'on sait. Et ensuite, on va regrouper ces deux choses pour pouvoir résoudre l'exercice. Alors, ici, qu'est-ce qu'on sait? On saute le contexte. Devant la fille qui s'appelle Jacqueline, il y a un cube de 2 cm de côté, qui est juste ici. Elle le pèse, il fait 7,28 grammes. C'est un peu tout ce qu'on sait dans l'exercice. Ensuite, on veut savoir si en le plongeant dans l'eau, il va couler ou il va flotter. Et pour ça, on va utiliser le principe de la poussée d'Archimède. Qu'est-ce que c'est la poussée d'Archimède? En fait, la poussée d'Archimède, pour simplifier, pour la mesurer, on va déterminer le poids qu'aurait pris le liquide dans lequel est plongé l'objet, suivant le volume de l'objet. Donc ici, on va déterminer le poids d'eau, comme on plonge dans l'eau, si le cube était fait en eau. Ensuite, on va comparer ce poids au poids de l'objet en question. Si l'objet est plus lourd que le poids d'eau de ce même volume, ça veut dire que l'objet est plus dense, donc il va couler. Et s'il est plus léger, ça veut dire qu'il sera moins dense, donc il va flotter. Les formules qu'on connaît, c'est donc la poussée d'Archimède, vecteur pi, qui est égal à la masse volumique du liquide dans lequel on le plonge, ici l'eau, multiplié par le volume de l'objet, multiplié par le vecteur de l'accélération gravitationnelle. Le poids à côté, c'est la masse volumique du solide, multiplié par le volume de ce solide, multiplié par le vecteur g, l'accélération gravitationnelle. Ce qu'on remarque là, en fait, c'est que si on veut comparer pi, la poussée d'Archimède, et p, le poids, on va avoir besoin juste de comparer ρ fois v dans les deux situations. Ρ fois V, on regarde, la masse volumique multipliée par un volume, en fait, ça va correspondre à une masse. Donc, la masse du solide, pour le poids, on la connaît, elle est dans l'énoncé, c'est 7,28 grammes. La masse du liquide, pour la poussée d'Archimède, on ne le connaît pas, on va devoir la calculer. On a déjà le poids du solide, qui est de 7,18 grammes multiplié par G. Il nous manque le poids du liquide, correspondant à la poussée d'Archimède. On va pouvoir le calculer en faisant ρ du liquide multiplié par le volume fois vecteur G. ρ du liquide en grammes par mètre cube, pour respecter ce qu'on veut trouver. Donc 1 fois 10 puissance 6. Multiplié par le volume, 8 fois 10 puissance moins 6, 8 cm3. Multiplié par vecteur G. On trouve que la poussée d'Archimède vaut 8 grammes multiplié par le vecteur G. Ce qui fait qu'on remarque que la poussée d'Archimède est plus grande que le poids du solide, donc la poussée d'Archimède va faire que le cube va flotter. On peut résumer ça au fait que le cube est fait d'un matériau moins dense que l'eau, donc il va flotter. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. On va, comme dans le premier, supprimer un peu le contexte et retrouver les infos importantes de l'énoncé. Donc là, Jacqueline rentrait dans la deuxième salle, elle avait devant elle une goutte d'eau
une bulle de glycérol. Et ce qu'il lui est demandé, c'est de calculer la surpression dans cette bulle et la surpression dans cette goutte. Qu'est-ce qu'on connaît à propos de ces deux objets? On connaît leur diamètre. Le diamètre, c'est 5 cm. Ce qu'on utilise généralement, c'est le rayon, donc on va directement mettre le rayon en valeur du système international. Donc le rayon vaut 2,5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On connaît les valeurs de la tension superficielle de l'eau, donc pour la goutte, et du glycérol pour la bulle. Elles valent pour l'eau 72,8 newtons par mètre et pour le glycérol 63 newtons par mètre. À partir de là, on a toutes les données qu'il nous faut. On va avoir besoin ensuite de nos connaissances de cours pour résoudre l'exercice. La surpression, en fait, ça correspond à quoi? La surpression, ça va être la différence de pression entre deux milieux avec une surface qui les sépare. Donc pour la goutte, ça va être la surface de la goutte et la surpression, ça va être la différence entre l'air à l'extérieur et la goutte à l'intérieur. Pour la surpression de la bulle, ça va être la différence de pression entre l'air à l'extérieur et le glycérol, donc c'est-à-dire la fine couche qui forme la bulle. Pour calculer ça, on connaît les formules. Pour la goutte, ça va être la loi de Laplace, et pour la bulle, ça va être la loi de surpression dans la bulle. On rappelle ces formules. La loi de Laplace, c'est 2 gamma sur le rayon. La loi de surpression dans une bulle, c'est 4 gamma sur le rayon. Maintenant, on va juste avoir besoin de remplacer les gamma et R par les valeurs numériques que l'on connaît, et on va trouver le résultat. Donc voilà, on remplace gamma et R par les valeurs numériques. Pour la goutte, on va faire 2 fois gamma 72,8 divisé par R 2,5 fois 10-2. On trouve environ 5,824 pascal. Pour la bulle, on remplace également 4 gamma sur R, ça fait 4 fois 63 divisé par 2,5 fois 10-2 et on trouve 10,08 pascal. Et on a résolu l'exercice. Troisième partie de l'exercice, on zappe le contexte et on passe directement à la récolte des données. Qu'est-ce qu'on sait? Jacqueline, elle se trouve dans une pièce avec devant elle une bassine avec un liquide inconnu, un tube très fin de rayon 1 mm. Qu'est-ce qu'on sait sur le liquide à l'intérieur de la bassine? On sait que le liquide il est mouillant et que si on met le tube dedans, le ménisque il formera un angle de pi sur 3. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Liquide mouillant, ça veut dire que le liquide va monter dans le tube. Contrairement à un liquide non mouillant, où le liquide va descendre dans le tube. Pi sur 3, l'angle que forme le ménisque, ça pouvait nous indiquer la même chose en fait. Un angle que forme le ménisque entre pi sur 2 et pi, ça va être un liquide non mouillant. On connaît d'autres choses aussi sur le liquide. On connaît sa masse volumique, qui est de 1100 kg par mètre cube. On connaît sa tension superficielle, gamma, qui est de 1,078 Newton par mètre. Et on nous donne également l'accélération de la pesanteur, G, qu'on nous dit d'arrondir à 9,8 mètres par seconde carrée. On a toutes les données. Maintenant, il va falloir trouver dans le cours qu'est-ce qu'on va devoir utiliser. Ici, c'est un phénomène de capillarité et on est typiquement dans la loi de Jurin. La loi de Jurin, elle va permettre quoi? Elle va permettre de calculer H. Et H, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide, il va monter d'une certaine hauteur, H, dans le tube. Alors, pour mieux se représenter la situation, je vous ai fait un petit schéma avec les infos dont on a besoin. La bassine, le tube dont j'ai élargi juste pour le dessin le rayon pour qu'on puisse mieux se rendre compte, et quelques données. Le liquide va monter dans le tube, il va monter d'une hauteur H, former un ménisque dont l'angle sera θ. θ qu'on connaît, qui est de pi sur 3. Maintenant on a ça, on va avoir besoin de la loi de Jurin. La loi de Jurin elle dit quoi? La hauteur est égale à 2 gamma cos θ, le tout divisé par ρgr. On se rend compte que toutes ces valeurs, on les connaît. On n'a plus qu'à appliquer cette loi en remplaçant par ce qu'on connaît dans l'énoncé. On trouve
0,1 m, soit 10 cm. Lorsqu'on va plonger le tube, le liquide va monter de 10 cm dans ce tube. On en a fini pour ce premier exercice. Alors je vous invite vraiment à le refaire plusieurs fois chez vous parce que il regroupe les formules principales des trois premiers cours. C'est-à-dire les formules qui vont être le plus utilisées dans les exercices. En leur faisant, vous allez petit à petit maîtriser ces formules, comprendre comment s'en servir, comprendre comment les modifier pour trouver ce que vous voulez. Et quand vous aurez fait ça, arrivé le jour du concours, ça aura plus de secret pour vous et vous allez tout éclater sur ces thèmes. Salut les beaux gosses, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la correction du tutonois, donc petite ED de méca des fluides, avant que vous attaquiez à l'UE3 au concours. Donc c'est un chapitre qui est assez compliqué, il y a plein de formules un peu dans tous les sens, c'est un peu le sbeul. Du coup on va essayer de clarifier un peu tout ça. Et moi je vous ai fait un petit exercice sur les fluides parfaits du coup. Donc on va faire quelques rappels sur les fluides parfaits. Alors un fluide parfait, il n'a pas de viscosité, donc ça c'est hyper important à retenir. Pas de viscosité pour un fluide parfait. Si vous avez une viscosité, c'est que c'est un fluide réel. Il n'y a pas de conductivité thermique et on a une conservation de la masse. Donc ça, c'est les deux autres propriétés fondamentales des fluides parfaits, donc à retenir aussi, mais elles sont moins appliquées dans ce qu'on vous demande. Ensuite, dans un fluide parfait, en régime permanent, donc en gros, c'est le régime dans lequel on est généralement. En gros, vous faites l'hypothèse qu'on est dans un régime permanent. Et bien en régime permanent, la vitesse du fluide, elle est constante sur une section donnée. Ça veut dire que si vous prenez un tuyau, vous prenez une section de 20 mm à un endroit, après vous avez une vitesse de 3 mètres secondes, et bien tant que le tuyau ne change pas de calibre, cette vitesse, elle restera de 3 mètres secondes. À partir du moment où le diamètre de votre section va changer, la vitesse va changer avec elle. Donc du coup, ça nous permet de dire que le débit, en fait, dans un fluide parfait, il est égal à S1V1 qui est égal à S2V2. Parce que dans un fluide parfait, on a une conservation du débit aussi. Donc ça, c'est un autre point important. Conservation du débit dans un fluide parfait. Et le débit, dans un fluide parfait, c'est la section fois la vitesse. Donc, ça veut dire que le débit au point 1, c'est le même que le débit au point 2. C'est pour ça qu'on peut écrire que S1V1 égale S2V2. Et à partir de cette relation, on peut en déduire que si on diminue S2, pour que l'égalité reste vraie, si ça diminue, ça doit augmenter. De telle sorte à ce que le produit S2V2 soit toujours égal au produit S1V1. Donc en gros, on peut dire que lorsque la section diminue, si on a la section de notre tuyau qui diminue, la vitesse augmente. Donc vous avez un tuyau, tac, à un moment ça se rétrécit, forcément votre fluide il va accélérer. Donc voilà pour les petits rappels. Maintenant on va passer à la correction de l'exercice en commençant par la partie 1. Du coup c'est parti, correction de la partie 1, l'exercice 1. Donc dans cet exercice on s'intéressait à l'accélération de l'huile à travers un cône convergent donc qui forme une buse. Donc elle est représentée ici. Vous avez deux sections, une section S1 de diamètre D1, le diamètre on vous le donnait, donc 20 mm pour D1. Une section S2 de diamètre D2 avec une vitesse V2. Et on disait aussi que la sortie de la buse, donc au point 2, c'est l'atmosphère. Donc ici, on va être à pression atmosphérique. Je n'ai pas représenté le fluide sur le schéma parce que sinon ça va être le bordel, on ne va plus rien voir. Du coup, voilà, je l'ai laissé en blanc, mais voilà, l'huile, elle va circuler dans le dispositif comme ça. Et cette buse, elle est aussi équipée d'un manomètre en forme de tube en U avec du mercure à l'intérieur. Et en fait, ce manomètre, ça va permettre de mesurer une pression. Un manomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer une pression. On vous donnait le débit, donc le débit était 1,5 litres par seconde. On vous donnait V2, on dit que c'est 4 fois V1, D1. D2, vous ne le connaissez pas, il va falloir le trouver dans une des questions. Et on vous disait que donc, ce que je vous ai dit, la pression P2, c'est égal à la pression atmosphérique et une bar. Donc en gros 10 puissance 5 pascal. On vous donnait ces petites indications ici. Donc dans l'énoncé, on vous disait que la buse était complètement horizontale. Donc quand on dit ça, ça veut dire que Z du point 1 est égal à Z du point 2. Z étant ce qu'on peut appeler l'altitude sur un axe OZ vertical. Voilà. Et on vous demandait, à partir de ce qu'on vous donnait, de calculer la vitesse V1. Donc juste avant, pour bien comprendre, pourquoi il va y avoir une accélération de l'huile dans ce cas-là, parce qu'on vient de le dire dans les rappels que le débit volumique dans un fluide parfait,
c'est S1V1 égale S2V2. Donc là, vous avez S1, vous avez V1, S2, V2. Et vous voyez que S2, on le voit bien sur le schéma, est plus petit que S1. Ça veut dire que là, le diamètre de votre dispositif, il se rétrécit ici. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vu que S1V1 est égal à S2V2, pour que la réaction reste, pour que l'équation reste vraie, vu que S2 diminue, V2 va devoir augmenter. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une accélération de l'huile au niveau de la buse. Donc retenir que quand le calibre de votre tuyauterie diminue, le fluide, lui, va accélérer dans le cas d'un fil parfait pour conserver le débit. Voilà. Du coup, question 1, on vous demandait de calculer V1. Donc on vient de le dire, QV égale S1V1. Donc vous pouvez isoler V1. V1 égale QV sur S1. Et donc QV égale V1 égale QV sur pi R carré. Donc pi R carré, c'est la section S1. Vu que c'est une section cylindrique, l'air d'un disque, c'est pi R carré. Et donc ensuite, on peut calculer V1. Donc bien faire attention du coup là, parce qu'on a QV en litres par seconde. Donc là, il faut bien le mettre en mètres cubes par seconde dans la formule. Donc il faut bien mettre 1,5 fois 10 puissance moins 3. Attention, pas 10 puissance 3. Là, on passe de litres en mètres cubes. Donc c'est un contenant plus grand. Donc c'est 10 puissance moins 3. Divisé donc, par notre section, c'est-à-dire pi fois notre rayon. Attention, dans l'énoncé, on donne le diamètre. Donc on divise notre diamètre par 2. 10 fois 10 puissance moins 3 parce qu'on met toujours le rayon en mètres dans la formule. Donc bien retenir QV en mètres cubes par seconde et la section en mètres carrés. Donc il faut mettre le rayon en mètres. Et donc on obtenait 4,8 mètres par seconde moins 1. Et on vous demandait aussi, vous aviez des items en km/h. Donc là, pour trouver la réponse en km/h, la petite astuce, c'est qu'il suffit de multiplier par 3,6. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez votre vitesse en mètres par seconde, donc là on sait qu'en une seconde, il va parcourir 4,8 mètres. Et du coup, pour savoir combien de mètres il parcourt par heure, vous multipliez par 3600. Il parcourt 4,8 mètres en une seconde, donc 4,8 fois 60 en une minute, 4,8 fois 60 fois 60 en une heure, donc 4,8 fois 3600. Et là, vous trouvez le nombre de mètres parcourus par heure. Et vous voulez des kilomètres par heure, donc après il suffit de diviser par 1000 pour retrouver un nombre de kilomètres heure. Et du coup ça revient à faire 3600 divisé par 1000, donc ça revient à multiplier par 3,6. Donc astuce, pour passer de mètres par seconde à kilomètre heure, on multiplie par 3,6. Et à l'inverse, pour passer de kilomètre heure à mètre par seconde, on divise par 3,6. Du coup, on va passer à la correction de la question 2. Donc je pense que la question 1 ça allait, il suffisait d'utiliser la formule QV égale S1V1. Là, dans la deuxième question, on vous demande de trouver le diamètre des deux. Donc, on ne vous le donnait pas dans l'énoncé, donc on vous demande de le trouver. Donc, comment on va faire ça? Eh ben, j'en ai aucune idée. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao. Non, je déconne. Du coup, il fallait trouver, pour trouver D2, il fallait utiliser la formule QV égale S1V1 égale S2V2. En gros, en physique, quand vous ne savez pas quoi utiliser, la technique du roublard en physique, quand vous ne savez pas quoi utiliser, il faut regarder ce que vous avez dans l'énoncé, regarder ce qu'on vous demande et vous essayez de trouver une formule qui vous permet de trouver ça avec ce que vous avez dans l'énoncé. Bah là, vous avez S1, vous l'avez parce que vous avez votre diamètre. D1, donc vous pouvez trouver S1. V1, vous venez de calculer la question précédente. V2, bah on vous dit que V2 égale 4V1, donc en ayant V1, vous pouvez trouver V2. Et S2, et ben S2 justement, c'est ce que vous allez chercher parce qu'à partir de S2, vous allez pouvoir trouver votre section 2, vous allez pouvoir trouver votre diamètre D2. Donc, V2 égale 4V1, donc vous pourrez remplacer dans votre formule ici V2 par 4V1. Vous isolez S2, ça vous donne S1V1 et divisé par 4V1 égale S2. Ensuite, vous faites S1 fois V1 divisé par 4V1 égale à pi R carré. Donc pi R carré, c'est l'expression de votre section S2. Ici, là, vous pouvez simplifier par V1. Donc vous retrouvez avec S1 divisé par 4pi, vous avez passé le pi en dessous, et vous avez simplifié par V1. Donc S1 divisé par 4pi égale R au carré. Ça, on est d'accord, c'est le R de la section 2, donc c'est R2. Ça, c'est des R, hein. Désolé, depuis tout petit, j'arrive pas à faire les R, mais du coup, ça, c'est des R. Les petits bails comme ça. Du coup, voilà. Et après, vous mettez votre racine pour enlever le carré. Donc, vous trouvez R2. Ça, c'est l'expression de R2. Et vous ne voulez pas R2, mais vous voulez D2. Vous savez que D2, c'est égal à 2 fois R2. Du coup, vous faites D2 est égal à ça. Donc, vous remplacez par les valeurs numériques.
et vous trouvez votre diamètre des deux, qui est égal à 10 mm. Donc voilà pour la question 2. Donc ça à bien retenir qu'à partir d'une section, on peut retrouver le diamètre. À partir du calcul d'une section, on peut retrouver le diamètre. Je vous conseille quand vous faites les calculs de tout laisser en littéral jusqu'à la fin et de simplifier au maximum. Donc là, on a simplifié par V1 et ici, on a simplifié par pi. C'est pour ça qu'ici, là, on ne remultiplie pas par pi. Et du coup, vous trouvez votre diamètre. Voilà. Ok, du coup, maintenant, question 3. Là, c'était... bon, je pense qu'il y en a certains, quand ils voient ça, ils se disent « Ouais, c'est le turfu ». En vrai, c'est un peu plus chaud qu'avant, mais une fois qu'on a compris, ça se fait. Du coup, là, on vous demandait de calculer P1. Donc, il fallait penser à la formule de Bernoulli. Donc ça, c'est Bernoulli, formule de votre cours. Pourquoi on peut utiliser cette formule ici? Parce qu'il y a plein de trucs déjà qui vont s'éliminer. En gros, on vous disait dans l'énoncé que votre buse elle était complètement horizontale. Du coup, j'ai effacé le schéma parce que j'avais plus de place, mais vous vous rappelez, la buse elle est complètement horizontale. Du coup, vous avez votre Z1 qui est égal à votre Z2. Donc si Z1 est égal à Z2, et ça veut dire que ça s'équilibre. Donc ρ GZ1, ρ GZ2, ça va valoir la même chose de chaque côté. Donc on peut l'éliminer. Parce que c'est la même chose. Z1 égale à Z2. Donc si je passe ça de l'autre côté, ça me fait ρ GZ1 moins ρ GZ2. Et comme Z2 égale à Z1, on peut l'éliminer. Ensuite, P2. P2, vous l'avez parce qu'en fait, on vous disait que le point 2, c'était un point qui était à l'air libre. Donc la pression exercée sur le point 2, c'est la pression atmosphérique. C'est 10 puissance 5 pascal. C'était même dit dans l'énoncé en fait que c'était 10 puissance 5 pascal. Donc P2, vous l'avez. P1, c'est ce qu'on cherche. Et V1 et V2, et pareil, vous les avez parce que vous savez que V2 est égal à 4 fois V1 et V1 on l'a calculé à la première question. Du coup, vous pouvez isoler votre P1. P1 est égal à 1,5 de ρ V carré plus P2 moins 1,5 de ρ V1 carré. Donc, vous pouvez factoriser par 1,5 de ρ ici. Donc, 1,5 de ρ facteur de V2 carré moins V1. Parce que si on développe, on retrouve bien 1,5 de ρ V2 carré moins 1,5 de ρ V1 carré. Et vous retrouvez votre P2 ici. Donc là, j'ai factorisé par 1,5 de ρ, donc c'est bon. Du coup, voilà, vous avez votre P1 est égal à 1,5 au carré de ρ. Là, je remplace V2 carré par 4V1. Attention, c'est bien 4V1 qui est le tout au carré. Parce que V2, il vaut bien 4 fois V1. Donc, il ne faut pas juste mettre 4 fois V1 et le carré ici. Dans le carré, c'est bien, il s'applique au 4V1. Moins V1 carré plus P2. Donc là, j'ai juste remplacé V2 par 4V1. Le tout au carré. Là, du coup, P1 est égal à 1,5 de ρ fois 15V1 carré plus P2. Pourquoi 15V1 carré? Parce que 4 au carré, ça fait 16. Donc ça me fait 16V1 moins V1 carré. Donc ça me fait 16V1 carré, pardon. Moins V1 carré. Plus, et donc du coup, 16V1 moins V1 carré, ça me donne 15V1 carré plus P2. Et là, il suffit de remplacer donc, avec les valeurs numériques. Donc 1,5 de ρ, on disait que ρ de l'huile, c'était 800, on l'a énoncé. 800, donc il faut bien toujours vérifier que c'est en kilogrammes par mètre cube. Donc là, c'était le cas dans l'énoncé, donc vous pouvez remplacer directement. Multiplié par 15 fois V1 carré, 4,8 au carré, c'est ce qu'on a calculé à la première question. Plus 10 puissance 5, puisqu'on a dit que P2, c'était la pression atmosphérique. Et vous trouviez 238 240 pascal. Et attention, vous demandez aussi des items en millimètres de mercure, donc il faut faire bien gaffe, parce que vous allez sûrement avoir ça pendant le concours, c'est même sûr, vous allez avoir des réponses qui seront dans des unités différentes, donc toujours faire les conversions dans les unités demandées, pour voir s'il n'y a pas 2 ou 3 propositions justes. Donc du coup là, pour faire la conversion en millimètres de mercure, on fait un produit en croix. Vous savez que 10 puissance 5 pascal, c'est 760 mm de mercure. Du coup, vous multipliez ça, vous faites 238 000, votre valeur en pascal, fois 760, divisé par 10 exposant 5. Et ça vous donnait 1810,6 mm de mercure. S'il y en a, pour que ça soit peut-être plus simple à comprendre la conversion, au lycée on faisait des petits tableaux comme ça de produits en croix. Donc on sait que 238 240 pascal c'est égal à... là on veut savoir combien ça fait en millimètres de mercure. Et nous on sait que 10 puissance 5 pascal c'est 760 mm de mercure. On sait que 760 mm de mercure c'est 10 puissance 5 pascal. Et nous, on veut savoir combien 238 240 ça fait en millimètres de mercure. Et on fait le produit en croix. 760 fois 238 240 divisé par 10 puissance 5. Et ça nous donne du coup la valeur en millimètres de mercure. Du coup, voilà. Donc ça, bien penser, utiliser la relation de Bernoulli, c'est hyper important cette relation. Donc bien l'avoir dans votre cours.
et bien penser au fait que ces termes-là peuvent s'annuler si Z1 est égal à Z2 ou alors si Z1 et Z2 égale à 0. Comment savoir? On ne vous dira pas forcément clairement dans l'énoncé que Z1 égale à Z2. On peut vous dire le dispositif est strictement horizontal et si Z1 et Z2 sont sur la même ligne horizontale, vous savez qu'ils sont égaux et que du coup vous pouvez virer ces termes-là. Voilà. Ok, du coup, j'espère que vous n'avez pas perdu jusqu'à maintenant. Là, on va passer à la question 4. Elle était un petit peu plus chaude celle-là. Donc, on va bien reprendre celle-là. Du coup, on vous demandait quel était le débit minimum tel que P1 soit supérieur à 3 bars. Donc, quand vous dites ça dans l'énoncé, retranscrivez-le direct en une équation. Donc, c'est ce que j'ai marqué là-haut. La difficulté en méca des fluides, c'est que vous avez plein de formules de partout. Donc, c'est de savoir quelle formule utiliser, puis comment éventuellement la modifier pour calculer avec ce qu'on vous demande. Là, on vous demande de calculer un débit minimum pour qu'une pression soit supérieure à une valeur. Donc, il faut que vous ayez une formule qui fasse intervenir le débit, votre débit Q, et votre pression P1. Pour ça, en fait, on va utiliser deux formules. On va utiliser, donc on a dit, on est dans un fluide parfait, on a dit que Q égale S1 V1, donc on peut en déduire que V1 égale à Q sur S1. Q le débit, S étant la section 1. Et on a vu à la question précédente, la question 3, que P1 on pouvait l'écrire comme ça. D'après la loi de Bernoulli, on en a déduit que P1 était égal à 1 demi de ρ 15 V1 carré plus P2. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez en fait faire intervenir votre débit Q dans votre formule de P1. Parce que dans votre formule de P1, vous avez V1 carré et vous avez exprimé V1 en fonction de Q là-haut. Donc vous pouvez remplacer V1 carré par Q sur S1. Vous remplacez juste V1 par Q sur S1 dans la formule de P1. Et vous obtenez ça. Et ça vous permet d'avoir Q et P1 dans la même équation. Et du coup, dans cette inéquation-là, vous pouvez remplacer P1 par votre expression de P1 qui fait intervenir le débit. Donc ici, je remplace P1 par ce que je viens d'écrire ici. Et là, j'ai mon inéquation. Et ensuite, il suffit de la résoudre pour trouver la valeur minimale du débit telle que P1 soit supérieur à 3 bars. Donc ici, là, j'ai passé mon P2 de l'autre côté, donc moins P2. 1 demi de ρ fois 15, je l'ai passé ici. 0,5 ρ 15. J'avais plus de place, donc j'ai effacé ce que j'avais déjà marqué. Donc j'ai remarqué ce qu'on avait à la fin du tableau précédent. Donc on était sur cette inéquation-là. Donc une fois qu'on a ça, il suffit. Là j'ai vraiment marqué toutes les étapes pour bien tout détailler pour la résolution de l'inéquation. Donc là il suffit d'enlever le carré et de mettre une racine. Ici on passe le S1 de l'autre côté. Et ensuite, donc ça on obtient notre expression littérale, ici de Q, et il suffit ensuite de remplacer par les valeurs numériques. Donc on peut remplacer P2 par 10 puissance 5 parce qu'on nous dit dans l'énoncé que P2 c'est la pression atmosphérique. Donc quand on vous dit pression atmosphérique, on prend 10 puissance 5. Rho, on vous le donne dans l'énoncé, masse volumique de l'huile 800. Faire attention dans toutes les formules, masse volumique en mètres cubes par kilogramme, donc là on vous l'a donné déjà en mètres cubes par kilogramme. Mais faire attention qu'elle soit bien donnée dans cette unité-là, en kilogrammes par mètre cube par contre, pas mètre cube par kilogramme, kilogrammes par mètre cube. Et d'ailleurs, petite remarque, si on vous donne quelque chose en kilogrammes par mètre cube, c'est pareil qu'en grammes par litre. C'est la même chose, parce qu'il y a un facteur 1000 de chaque côté du quotient qui s'annule. Donc, kilogrammes par mètre cube. Pour les formules, pareil que grammes par litre. Et là, donc, vous remplacez S1 par pi fois R1 au carré. Donc le diamètre D1 c'est 20 mm, donc là on prend bien le rayon. Donc attention, c'est bien 10 mm, on le met bien en mètres au carré. Et on obtenait Q doit être supérieur à 1,81 litres par seconde, ce qui fait 1,81 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes seconde. Voilà, du coup, on en revient à notre question. Donc on cherchait le débit minimum tel que P1 soit supérieur à 3 bars. Donc voilà, on a notre réponse. Pour que P1 soit supérieur à 3 bars, c'est-à-dire à 3 fois 10 puissance 5 pascal, il faut que notre débit soit supérieur, notre débit dans le dispositif soit supérieur à 1,81 litres seconde. Bien faire attention ici, donc c'est toujours 10 puissance moins 3 et pas 10 puissance 3 parce que mètre cube c'est 1000 fois plus petit que 1 litre. Voilà, on va passer du coup à la question suivante.
Ok, du coup, on passe à la correction de la partie 2. Alors j'espère que la partie 1 s'est bien passée, que vous avez compris ce que je vous ai expliqué, que vous aviez réussi quand même à faire un peu tout seul. Enfin, je pense que vous aviez déjà bien réussi à faire tout seul. Retravaillez bien cet exercice parce que cette partie 1, si vous avez un exercice sur les fluides parfaits au concours, c'est des formules que vraiment vous aurez à utiliser de toute manière. Donc loi de Bernoulli, la formule QV égale S1V1 égale S2V2, ça c'est deux formules qui sont hyper importantes pour les exercices sur les fluides parfaits. Là du coup maintenant dans la partie 2, en fait dans la partie 1 on s'intéressait vraiment à la buse qui permet l'accélération de l'huile. Là on s'intéresse au manomètre. Donc le manomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer une pression. Et là, le manomètre, donc en gros, c'est notre tube en U qu'on a sur notre schéma. Donc là, j'ai refait vite fait le schéma. Donc là, maintenant, on s'intéresse vraiment au tube en U. Et on nous disait dans l'énoncé que ce tube en U, il allait être rempli de mercure. On a défini une hauteur L. La hauteur L, c'est la hauteur entre le point 1 et le point 3. Le point 1 qui est au milieu de la section S1. Le point 3 qui est ici au niveau de notre tube en U. Donc ça c'est notre hauteur L, on nous disait qu'elle faisait 1500 mm et on définit la hauteur H qui se trouve entre Z4, la hauteur au point 4 et Z3, la hauteur au point 3. Voilà, et à partir de ça, en fait, on nous demandait de donner l'expression de P3 en fonction de ρ, de G, de L et de P1. Donc là, on nous demande une expression littérale et ensuite on nous demandait de calculer la valeur de P3 en remplaçant par les données numériques dans l'expression littérale qu'on avait trouvée. Donc, en gros, pour faire ça, déjà, il faut bien comprendre un principe de l'hydrostatique qui s'appelle le principe fondamental de l'hydrostatique. C'est que dans un fluide incompressible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprimer, là, dans le cas, quand on vous dit rien, on sous-entend que le fluide est incompressible. Donc, dans un fluide incompressible, la différence de pression entre deux points de ce fluide, c'est égal à la pression exercée par la colonne de fluide entre ces deux points. En gros, si on l'applique à notre situation, ici on a notre point 1 et notre point 3, la différence de pression entre notre point 1 et notre point 3, ça va être égal à la pression exercée par la colonne de fluide entre le point 1 et le point 3. Et la pression exercée par une colonne de fluide, c'est ρGH. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que notre différence de pression entre notre pression point 3 moins notre pression point 1, elle est égale à la colonne de fluide, à la pression exercée par la colonne de fluide entre les deux points, soit ρ, G, Z1 moins Z3. Attention, c'est bien Z1 moins Z3 et pas Z3 moins Z1. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord, votre pression au point 3, elle va être plus élevée que votre pression au point 1, puisque au point 3, vous avez toute la colonne de fluide qui va exercer une pression en plus par rapport au point 1. Donc la pression au point 3 sera supérieure à la pression au point 1. Donc quand vous allez faire la différence de P3 moins P1, vous allez trouver une différence de pression qui sera positive, puisque P3 est supérieur à P1. Donc, vous devez avoir, de l'autre côté de l'égalité, quelque chose qui est positif. Ρ, c'est positif, G, c'est positif, donc Z1 moins Z3 doit être positif. Or, là, vous avez bien Z1 moins Z3 positif, puisque Z1 est supérieur à Z3, parce qu'on voit bien que Z1 est plus haut sur notre axe que Z3. Donc, bien faire attention, c'est bien Z1 moins Z3, bien que là, ça soit P3 moins P1. Parce que là, il faut que ça soit positif, et ça l'est car Z1 est supérieur à Z3. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez passer votre P1 de l'autre côté. Et ensuite, on vous demandait en fonction de G, de ρ, de P1 et de L. Donc là, en fait, il vous suffisait simplement de remplacer le Z1 moins Z3 par L, parce qu'on vous disait que L, c'était égal à Z1 moins Z3. Et du coup, vous trouviez P3 égal à ρ, G fois L plus P1. Donc ça, c'était pour l'expression littérale. Donc important à bien savoir faire, ça, vous pouvez avoir des questions comme ça, on vous demande de donner déjà une expression uniquement avec des lettres. Donc bien penser à remplacer, par exemple là si j'avais eu dans mon énoncé Z3 moins Z1 égale à moins L, j'aurais dû inverser en disant que c'était égal à L. Enfin vous avez compris quoi. Et du coup là on vous demandait donc ensuite de calculer P3. Donc P3, donc là je fais la question 6 et la question 7 en même temps du coup. Une fois qu'on a l'expression littérale de P3, il suffit simplement de remplacer par les valeurs. Juste, il y avait un piège sur cette question, c'est sur la masse volumique. Là, la masse volumique à utiliser, c'est la masse volumique de l'huile et pas celle du mercure. Parce qu'on vous donnait dans l'énoncé la masse volumique, dans la partie 2, la masse volumique du mercure, mais dans la partie 1, vous avez déjà donné la masse volumique de l'huile.
Donc bien faire attention, ça pareil, il peut y avoir des données à réutiliser qui ont été données au tout début. C'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas la remettre dans la deuxième partie. En fait, il fallait reprendre la masse volumique de l'huile qui était dans la première partie. Pourquoi là, il faut prendre la masse volumique de l'huile et pas du mercure? Parce que vous voyez sur votre schéma, moi j'ai pas fait les couleurs, mais sur le schéma que vous avez, en orange c'est l'huile et en noir c'est le mercure. Et entre le point 1 et le point 3, c'est colorié en orange, donc c'est de l'huile en fait. Entre le point 1 et le point 3, c'est de l'huile. Donc notre ρGz, notre ρGL, c'est la pression exercée par la colonne de fluide d'huile et non de mercure. Ça c'est de l'huile ici. Donc il faut bien prendre la masse volumique de l'huile, pas celle du mercure, sinon ça n'a pas de sens. Donc il fallait bien prendre la masse volumique de l'huile, donc c'était 800 fois l'accélération de la pesanteur, 9,80 on vous l'a donné, multiplié par L, on vous le donnait en millimètres, donc le convertir en mètres avec le 10 puissance moins 3, et il fallait additionner la pression P1 qu'on avait calculée dans la première partie de l'exo. Donc 238 240 pascal, et vous trouviez 250 012 pascal, on vous demandait de l'arrondir au millier le plus proche, donc 250 000 pascal, et ce qui vous fait 250 kilopascal, donc toujours bien vérifier s'il n'y a pas deux items dans deux unités différentes. Donc là, il y avait deux réponses justes. Voilà pour celle-là, donc j'espère que vous avez compris ça. Donc bien comprendre le fait que c'était bien Z1 moins Z3. Ça c'est hyper important. Pourquoi? Parce que justement, je vous ai expliqué, il faut raisonner, il faut vraiment toujours voir si votre résultat, si votre expression elle est cohérente avec le contexte de l'exercice. Voilà. Ok, du coup, dernière question. Voilà, donc j'ai le cœur qui se serre un peu de vous quitter bientôt. C'est un moment nostalgique qu'on est en train de vivre. Mais j'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là. Et on va essayer de terminer en beauté. Donc, huitième et dernière question. On vous demandait de calculer la hauteur H. Donc, la hauteur entre le point 4, enfin entre cette hauteur-là, quoi. Donc on peut dire comme avant que la différence de pression entre le point 3 et le point 4 elle est égale à ρg Z4 moins Z3. Donc que notre différence de pression, donc P3 moins P4, est égale à ρgH, puisque Z4 moins Z3 ça fait H, bah, ça vaut H. Donc vous pouvez passer votre ρg de l'autre côté, vous obtenez P3 moins P4 sur ρg égale à H. Et là, en fait, il vous suffit de remplacer votre P4 par 10 puissance 5 pascal. 10 puissance 5 pascal, parce qu'on vous disait que le point 4, il était à l'air libre. Donc, vous prenez la pression atmosphérique, 10 puissance 5. Vous remplacez par vos valeurs. Donc là, on prend bien la masse volumique, cette fois-ci du mercure, puisque la colonne de fluide exercée ici, elle est exercée par du mercure. Donc, vous prenez la masse volumique du mercure, toujours l'accélération de la pesanteur, votre pression P3 que vous venez de calculer, donc 2,5 fois 10 puissance 5 pascal, et vous trouviez H égale 1,12 mètres, soit 112 cm ou 11,2 décimètres. Donc il y avait trois réponses possibles, trois réponses justes pour ceux qui s'y aiment. Donc voilà, on en a terminé avec cet exo. J'espère que ça vous a bien aidé. J'espère qu'on vous a bien aidé avec la team E3 ce semestre. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de courage pour votre concours. N'abandonnez pas l'UE3, c'est une matière difficile, mais quand on s'entraîne, quand on a un travail, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Donc vraiment, croyez en vous, ayez confiance en vos capacités. Vous êtes tout le monde, on est tous capables de réussir l'UE3. N'oubliez pas que vous êtes tous très très beaux, ça faut vraiment pas l'oublier. Vous êtes magnifiques, vous êtes tous des très belles personnes. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et plein de courage pour votre concours et en particulier pour l'épreuve du E3. Allez, à plus! Allez, on va passer aux exercices sur les fluides réels. Il y avait deux exercices dans cette partie et le premier exercice portait sur un tuyau d'arrosage. Alors, comme d'hab, on va zapper le contexte et on va tout de suite partir à la recherche des données de l'exercice. Qu'est-ce qu'on sait sur cet exercice? On connaît quelques trucs sur le tuyau d'arrosage. On ne connaît pas sa longueur. Par contre, on connaît son diamètre qui est de 20 mm. On va tout de suite le passer en unité du système international. Son diamètre fait 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Qu'est-ce qu'on connaît dans ce tuyau? C'est du tuyau d'arrosage, donc il y a de l'eau. On nous donne la viscosité cinématique de l'eau, qui est de 10 puissance moins 6 mètres carrés par seconde. Et on nous donne le rho de l'eau, qui est de 1 gramme par centimètre cube.
Qu'est-ce qu'on nous dit également? On nous dit que le débit normal sur la note de fabrication de ce tuyau d'arrosage, il est de 20 litres par minute. On nous dit que on considère l'eau comme un fluide réel. Ça doit sonner dans votre tête. Et enfin, on connaît la perte de charge linéique, qui est de 66,6 pascal par mètre. La perte de charge linéique, qu'est-ce que c'est? En fait, entre un point A et un point B d'un transport de fluide, donc ici dans un tuyau, il va y avoir une baisse de la pression. C'est normal, avec tous les frottements, etc. La pression au début sera moins forte que la pression à la fin. La perte de charge linéique, ça va correspondre à la baisse de pression sur une distance. C'est pour ça que son unité est le pascal par mètre. Donc ici, tous les mètres, on perd 66,6 pascal de pression. Le réel, il doit sonner dans votre tête pour un truc, c'est loi de Poiseuille. Dans un exercice où on parle de débit, de différence de pression et de réel, tout de suite, loi de Poiseuille. La loi de Poiseuille, on va voir comment on va pouvoir s'en servir. Parce que ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est déterminer le débit actuel de ce tuyau d'arrosage pour voir s'il est trop faible ou pas. Alors, je viens de vous parler de la loi de Poiseuille, donc on va voir quelle est cette loi. La loi de Poiseuille, elle nous permet de calculer un débit dans une situation de fluide réel. Donc le débit, ça va être Q, il est égal au quotient de pi fois différence de pression fois diamètre puissance 4, le tout divisé par 128 fois état fois L. Alors, le problème ici, c'est qu'il va nous manquer des données. On ne peut pas tout de suite appliquer cette loi. Regardez, le delta P entre A et B, on ne l'a pas. On n'a que par mètre. La longueur, on ne l'a pas également. Et ce état, on ne l'a pas non plus. Donc, on va devoir modifier cette formule pour pouvoir l'utiliser avec les données qu'on a dans l'exercice. Pour faire ça, on va utiliser deux formules différentes. On va utiliser la formule de la viscosité cinématique, qui est égale à état sur ρ, la masse volumique, et la formule de la perte de charge linéique, qu'on nous donne juste ici, qui est égale à delta P, la différence de pression, divisé par L. Le plus simple à modifier, ça va être ça. Si on regarde dans la formule, on a directement delta P sur L. Donc on va pouvoir remplacer ce delta P sur L par la charge linéique. Voilà, on a remplacé delta P sur L par la perte de charge linéique. Et ensuite, nu égale état sur ρ, on va pouvoir le modifier en état égale nu fois ρ. Donc on va remplacer ce état ici par nu fois ρ parce que la viscosité cinématique et la masse volumique de l'eau, elles sont données dans l'exercice. Après ça, on aura une formule avec toutes les données qu'on a et on pourra l'appliquer. On remplace état par nu fois ρ, ce qui nous donne la formule, ce qui nous donne Q, le débit, est égal à pi fois la perte de charge linéique fois le diamètre puissance 4, le tout divisé par 128 fois la viscosité cinématique fois ρ, la masse volumique. On connaît toutes ces données, elles sont dans l'énoncé. On n'a plus qu'à remplacer les valeurs, on trouvera le débit. Et voilà, en passant tout ça dans la calculatrice, on trouve un débit dans le tuyau d'arrosage de monsieur qui est de 15,7 litres par minute. Comment savoir s'il est anormalement faible ou pas? On a une donnée dans l'énoncé qu'on n'a pas encore traité. C'est le fait que si le débit est baissé de 10% par rapport à la normale, il va être supposé anormal. Le débit normal, il est de 20 litres par minute. 10% de 20 litres par minute, ça va être 2 litres par minute. Donc 20 moins 2, 18. Si le débit est inférieur à 18 litres par minute, celui-ci sera anormal. On remarque qu'on est dans cette situation, on peut dire que le débit d'eau est anormalement faible. Voilà, on a résolu cet exercice et on va pouvoir passer au suivant qui porte sur Willy Wonka et la chocolaterie. Allez, on va passer ensemble au dernier exercice qui portait également sur les fluides réels. On enlève le contexte et on récupère
les données de l'exercice. On était dans une usine de chocolat et on nous parlait de tuyaux dans lequel passait du chocolat fondu. Et on va voir les données qu'on a là-dessus. Ce tuyau, on sait qu'il fait 20 mètres de long par 1 mètre de diamètre. On connaît également la viscosité du chocolat qui est de 1,2 pascal fois seconde. On connaît la densité du chocolat qui est de 1,2, donc on va pouvoir déduire de la densité sa masse volumique ρ. Et on connaît le débit qui est de 300 litres par seconde. Donc voilà, avant de continuer, on passe directement la densité en masse volumique. On avait une densité de 1,2. On multiplie par 1000, on a donc une masse volumique de 1200 kg par mètre cube. Et on passe à la première question. La première question, c'était quelle est la viscosité cinématique, donc nue, du chocolat fondu. Alors ça, c'est tout simplement une application de formule. On a la formule dans l'autre cours qui est nu égale à la viscosité état sur la masse volumique ρ. La viscosité, on l'a, elle est de 1,2, ρ 1200. On fait la division et on trouve que la viscosité cinématique est de 1 fois 10 puissance moins 3 mètres carrés par seconde. On retient cette valeur parce qu'on en aura besoin par la suite. Donc voilà, on retient que la viscosité cinématique elle est de 1 fois 10 puissance moins 3 mètres carrés seconde et on passe à la question suivante. La question suivante, elle était quelle est la vitesse d'écoulement du chocolat. Alors, on a une formule qu'on connaît dans le cours qui est le débit est égal à la surface fois la vitesse. Le débit, on le connaît. La surface, on va pouvoir la calculer comme on a le rayon. C'est la surface donc d'une tranche du tuyau. Et on a juste à faire la vitesse est égale au débit divisé par la surface pi r carré. On rentre toutes les données avec ce qu'on se connaît dans la calculette en n'oubliant pas de passer le débit en unité du système international, donc c'est-à-dire 300 fois 10 moins 3 mètres cubes par seconde, et on trouve 0,38 mètres par seconde. On peut tout de suite noter dans nos données la vitesse qu'on vient de trouver, parce qu'on va la réutiliser, et on passe à la troisième question, qui était quel est le nombre de Reynolds dans cette situation ? Le nombre de Reynolds, il y a une formule pour le calculer, cette formule c'est VQ, c'est-à-dire la vitesse moyenne, multiplié par d, le diamètre, le tout divisé par nu, la viscosité cinématique. On connaît tout. VQ, c'est ce qu'on vient de calculer, 0,38 mètres par seconde. D, c'est le diamètre qui est de 1 mètre. Et nu, la viscosité cinématique de 10 puissance moins 3 mètres carrés par seconde. On remplace tout ça et on trouve un nombre de Reynolds de 380. C'est un nombre sans unité. Et on va passer tout de suite à la question 4 qui est en rapport avec la question 3. Elle était à propos de la nature de l'écoulement dans ce tuyau. La nature de l'écoulement, on va pouvoir la déduire du nombre de Reynolds. Si le nombre de Reynolds est inférieur à 2300, on va considérer que cet écoulement est laminaire. Si il est supérieur à 4000, on va considérer qu'il est turbulent. Et ici, il est entre 2300 et 4000, il sera partiellement laminaire, partiellement turbulent. Ici, on a un nombre de Reynolds de 380 qui est donc inférieur à 2300. L'écoulement est laminaire. Alors, on va passer à la cinquième question de dernier exercice qui portait sur la perte de charge entre le début et la fin du tuyau. Autrement dit, la différence de pression entre le début et la fin du tuyau. À côté, quand on parle de perte de charge linéique, comme j'ai parlé dans le dernier exercice, ça va être une perte de charge par distance, donc par mètre généralement. Donc, pour ça, on va avoir besoin de la loi de Poiseuille qui lie le débit à delta P et plein d'autres données. La loi de Poiseuille, elle dit quoi ? Elle dit que le débit, il est égal à pi fois delta P fois D4, le tout divisé par 128 fois état fois L. Sachant que état, c'est la viscosité, L, la longueur du tuyau. On va pouvoir isoler delta P, c'est ce qu'on cherche ici dans l'exercice. Delta P est égal à 128 fois la viscosité fois la longueur du tuyau, fois Q, le débit, le tout divisé par pi fois le diamètre puissance 4. Toutes ces données, on les connaît, on les a déjà calculées là-haut, et on peut remplacer par les valeurs numériques, on trouve la différence de pression entre le début et la fin du tuyau.
Et voilà, ce delta P, en utilisant notre calculatrice, on trouve qu'il est environ égal à 293 pascal. On en a terminé avec notre dernier exercice. Voilà pour le tutonois. J'espère qu'il vous aura été utile pour réviser certaines notions ou même apprendre à les maîtriser. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. De votre côté, la correction, elle va être ou elle est peut-être déjà disponible sous forme écrite sur le drive. Donc faites et refaites-le. Moi je sais que dès que j'étais énervé d'apprendre du par cœur, je faisais des exercices du E3 et à force de répéter, ça rentre. Toutes les formules qui ont été utilisées dans cette ED, ça va être la majorité des formules qui vont revenir à l'examen. Donc c'est celle-ci qu'il faut savoir maîtriser, il faut savoir jouer avec en fait. Il faut connaître la formule, en tout cas connaître qu'elle existe, parce que vous aurez vos cours à l'examen. Il faut connaître qu'elle existe et il faut savoir la modifier pour chercher ce qui est demandé. Par exemple, la loi de Poiseuille, on a beau la connaître, c'est pas le débit qui était demandé ici, c'était le delta P, donc il faut savoir jouer avec pour trouver comment trouver le delta P. N'hésitez pas à nous poser des questions sur cette ED. On n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques petites erreurs qui soient glissées dedans, mais on espère qu'il n'y ait pas d'erratum. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine séance du E3 et pour les permanences où vous pouvez bien sûr venir nous poser toutes vos questions sur ce chapitre, mais aussi sur tous les autres chapitres, et on sera ravis d'y répondre pour pouvoir vous aider. Bon courage pour la fin de vos révisions, vous approchez du bout, donnez tout pour rien regretter. A plus, bisous. Bon, alors c'est parti pour la correction de l'exercice d'hémodynamique. On va attaquer tout de suite avec la première question. Vous demandez de déterminer la pression qu'il y avait au niveau du cœur, enfin pas au niveau du cœur, au niveau de la tête et au niveau des pieds du chercheur, du coup, qui voulait ne pas faire de syncope. Donc, vous saviez que le chercheur mesurait 1m86, donc 1,86 m, et que entre le tiers moyen et le tiers supérieur, donc ici se situait le cœur. Vous pouviez déterminer la hauteur du cœur, donc c'est juste à faire 1,86 fois 2 tiers. Et vous déterminiez que le cœur était situé à 1,24 m. Une fois que vous aviez ça, vous deviez déterminer quelle était la valeur de la pression au niveau de la tête et au niveau des pieds. Donc, les têtes, ça va être égal à la pression qu'il y a au niveau du cœur fois ρ, G, H. Ρ, vous saviez ce que c'était 1,06 dans l'énoncé. G, c'était 9,81. Je ne sais plus exactement les unités, mais enfin bon, ça n'a pas d'importance, toujours 9,81. Et la hauteur, du coup, 1,86 moins 1,24 mètres, donc ce qui donnait 0,62 mètres. La tête étant située au-dessus du cœur, du coup, ça va être moins 0,62 mètres, puisque du coup, la pression va être moins importante. Donc vous aviez P cœur qui était de 9868 pascal, fois 1,06, fois 9,81 fois moins 0,62, et tout ça, ça donnait 9861,5 pascal, soit 74,94 mm de mercure. On faisait exactement pareil pour les pieds, donc la pression au niveau des pieds c'est égal à P cœur fois ρ GH. Donc c'est pareil, 9868 fois 1,06 fois 9,81. Et cette fois, par contre, la hauteur ne va pas être de moins 0,62, mais elle va être de 1,24 m. Voilà. Et tout ça, c'était égal, pareil, du coup, à 9880 pascal, soit 75,09 mm de mercure. Donc ça, c'était quand le chercheur était debout. Quand le chercheur est allongé, la pression va être la même au niveau du cœur qu'au niveau de ses pieds, qu'au niveau de sa tête, vu que du coup, il n'y a pas de différence de hauteur. Donc du coup, elle va être de 9868 pascal partout. Alors, pour l'exercice 2, vous aviez besoin de 3 formules. Donc les 3 formules de base et les seules qu'il y a en hémodynamique, c'est-à-dire d'abord F, donc la force exercée, qui est égale à gamma, donc le module de Young, fois S, la surface, fois delta L, donc delta L ça va être l'élongation, divisé par la longueur initiale. Vous aviez aussi la tension superficielle notée T, qui est égale à F,
donc la force qu'on a calculée ici, divisé par L, la longueur du vaisseau. Et également, toujours T est égal à gamma, donc le module d'élasticité de Young, ça va changer, fois E, qui va être l'épaisseur de la membrane, fois toujours pareil, delta L sur L, c'est-à-dire l'élongation divisée par la longueur initiale. Et du coup, vous aviez également besoin d'une formule, la formule de Laplace, qui était delta P égale T sur R. Je la mets ici, ça fait un peu brouillon, mais c'est pas grave. Donc voilà, delta P est égal à T sur R. On va d'abord s'intéresser à l'artère de singe. Donc pour l'artère de singe, vous aviez R et vous aviez delta P, donc du coup, ça vous fait T est égal à delta P fois R, soit en remplaçant par les valeurs 114, on reste en Pascal, fois R qui va être de 15,10 puissance moins 3, ce qui nous fait 1,71 newton par mètre. Voilà. Ensuite, pour le bélier, vous avez besoin d'une seule formule encore, c'était T est égal à gamma fois E fois delta L sur L. En remplaçant par les valeurs, le module de Young, donc qui était la même pour toutes les artères, enfin le même pour toutes les artères, va être de 3,10 puissance 3, fois l'épaisseur, donc 1,5 pour 10 puissance moins 3 mètres, fois 4, donc la différence entre, non, là du coup on vous donnait directement l'élongation, donc 4 divisé par 28 la longueur initiale, et donc tout ça, ça va donner 0,64 newton par mètre. Et enfin, là il y avait deux étapes à faire. Pour l'artère de lapin, vous aviez besoin de F est égal à gamma fois S fois delta L sur L. Ensuite, cette force, on va l'utiliser dans cette formule, c'est-à-dire T égale F sur L. Donc d'abord, on calcule la force exercée. Ça va être gamma qui est toujours la même chose, donc 3,10 puissance 3. Ensuite, on va multiplier par la surface qui va être égale à 3,10 puissance moins 6, que vous du coup convertissez toujours pour avoir des mètres carrés, fois delta L sur L qui va être égal à 1,2 sur 7,5. Vous pouvez laisser la valeur à chaque fois en centimètres, peu importe, de toute façon c'est des quotients, donc les longueurs s'annulent, ça va donner la même chose si vous avez 1200 sur 7500 ou 1,2 sur 7,5, peu importe. Une fois que vous aviez ça, vous calculiez et puis ça donnait 1,44 pour 10 puissance moins 3 newton. Ensuite, vous intégriez cette formule, donc T égale à F sur L, soit T est égal à 1,44 pour 10 puissance moins 3, divisé par la longueur, donc la longueur qu'on vous donnait, c'était 0,72 pour 10 puissance moins 3 mètres, ce qui nous donnait 2 newtons par mètre. Donc voilà, vous aviez le premier coefficient de tension superficielle du lapin qui était égal à 2 newtons par mètre, celui du bélier soit 0,64 newtons par mètre, et celui du singe 1,71 newtons par mètre. Donc vous déterminiez assez logiquement du coup que c'était l'artère de singe dans laquelle il avait trouvé le virus, le premier exemplaire du virus du sida. Alors, du coup, on y va pour la dernière question. On vous demandait dans la dernière question de déterminer la perte de charge linéique. Vous connaissez la formule de la perte de charge linéique qui va être de oméga est égal à delta P divisé par L. Vous connaissiez delta P, vous connaissiez L qu'on vous donnait dans l'énoncé qui était de 80 cm, donc vous pensiez bien à convertir en mètres, c'est-à-dire donc 8,10 puissance moins 1 mètre. Ensuite, vous remplacez par les valeurs, donc delta P qui va être toujours 214, ça ne change pas, divisé par L, donc par 0,8, voilà. De charge linéique, et donc tout ça, ça va donner 142,5 pascal par mètre. Voilà.